Qu'est-ce que le pouvoir? Est-ce donc une question d'argent? Pouvoir contrôler les autres grâce aux billets? Ou peut-être est-ce la connaissance et le fait de pouvoir tout savoir? Pouvoir dominer intellectuellement les autres? Il existe une force en particulier, une force insoupçonnée de tous. La mignonnerie! Un simple garçon avec la seule puissance de sa mignonnerie va réussir à sculpter un nouveau monde. Et celui-ci sera entouré de filles démons plus mignonnes les unes que les autres. Où suis-je? Et pourquoi cette femme me dit que je suis mort? Celle-ci s'adresse à Suzuki Takashi-san. Elle dit être LA déesse. Son regard stoïque me perce l'esprit pendant qu'elle me demande de choisir le prochain monde dans lequel je vivrai. Attends, comment ça? Comment ça, revivre dans un autre monde? Avant même que je puisse poser la moindre question, la déesse me présentera ce gros malabar qui porte apparemment le nom de Monsieur Sasaki et qui semble vouloir en découdre. D'après la déesse, on serait mort en même temps. Pourquoi je serais mort en même temps que ce vieux mec? Attends, mais je suis mort? Elle me dit que j'ai très bien entendu. Un poivreau qui était en train de rouler en camion m'a percuté de plein fouet. Je n'avais donc aucune chance. Tout cela est donc bien vrai. Voilà qu'elle m'explique qu'elle va prendre en compte les malheurs de ma vie pour me guider vers un nouveau monde que je désire. Elle se tourne vers le chauve énervé et lui demande quel genre de monde il voulait. Avec son cerveau limité, c'est sans surprise qu'il va répondre. Un monde où tout part en couille, où il pourrait se battre avec 2 ou 3 imbéciles. C'est à se demander si son cerveau est bien revenu à la vie. La déesse ne va même pas contester et regarde dans le livre énorme qu'elle tient entre les mains. Elle va lui faire un monde de rang SS extrêmement difficile à vivre. Et elle lui donne des capacités surpuissantes en plus de cela? L'homme répond qu'il le prend volontiers. Bien, qu'il utilise cette capacité correctement afin de vaincre ses ennemis et sauver ce monde terrifiant. Ce crâne d'œuf va se la raconter en disant qu'il va faire de cet endroit son terrain de jeu. Il va y ramener toute sa clique, wesh! Mais la déesse va me demander si c'est ce monde dont j'ai envie. Moi? Surtout pas! Dans mon monde à moi, je souhaite vivre une vie tranquille avec des amis. La voilà qu'elle replonge dans son livre. Maintenant que j'y pense, j'étais un orphelin et ma vie n'a jamais été évidente. Je pense que j'aimerais juste une vie saine avec des personnes gentilles. Elle semble effectuer ses dernières recherches. Maintenant, elle comprend mieux. Dans ce cas, le mode sera de difficulté F, avec des fermes tranquilles. Elle me propose aussi la capacité amour inconditionnel avec les races locales. Apparemment, tout le monde m'aime pour ce que je suis, sans arrière-pensée ni attente. Je pourrais donc m'intégrer avec eux sans peine. Avec plaisir! J'ai à peine eu le temps de finir ma phrase que l'autre imbécile va venir se mettre à côté de moi pour dire qu'il kiffait bien les isekai. Une fois de plus, elle va agir avant même que j'ai eu le temps d'en caser une. La femme claque des doigts et nous envoie tout droit vers nos vœux. Mince. C'était lequel, Suzuki, déjà? Enfin, me voilà dans un monde que j'aime. J'ouvre les yeux doucement. Je ne peux pas attendre de voir tout ce que cet endroit me réserve. Hein? Des gars capuchés? Je crois que je ne suis pas arrivé au bon endroit. Face à l'incompréhension, je peine à trouver les mots. J'ai bel et bien été isekai, mais pas avec des gens amicaux. Un petit homme avec une couronne vient me saluer en me disant qu'il est le roi de ce monde. Apparemment, j'étais attendu. Alors, je serai un héros? Un de ses assistants va venir voir le petit roi en lui présentant mes statistiques. Et après quelque temps... Je ne pense pas que ce soit très bon vu leur visage! Alors que j'essaye de comprendre ce qu'il se passe, ce gros lourdeau va me hurler dessus. Mes stats seraient médiocres au point de lui faire péter un câble? Et il me dit que je suis une merde? Je veux seulement vivre une vie tranquille avec des amis sincères. Je termine à peine ma phrase qu'il se remet à hurler sur ma face. Il raconte que les armées de démons vont essayer de l'attaquer. Tout ça est une question de vie ou de mort. Une armée de démons? Le roi panique. Il ne cesse de parler. Il m'explique que... Mais sa tête se voit détachée de son corps. Qu'est-ce que... Une voix demande si c'est déjà terminé. Les démons sont arrivés! Il faut courir! Tuez-les tous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le monde se fait massacrer autour de moi. Je ne sais pas quoi faire. C'est là que je vis ces 2 démons, agiles et terrifiantes. La première annonce qu'ils devraient juste rester là. Cela leur facilitera la tâche. Voici un membre de l'escouade de la lance du tonnerre.
l'officier Kiru. L'autre est inquiète pour ces humains. En essayant de résister, leur mort sera douloureuse. Il s'agit de son acolyte, l'officier Meru. Ce sont deux démons puissantes qui semblent travailler pour elle. Une femme au regard perçant qui demande à ses subordonnés de cesser. Les mots sont inutiles. En posant le pied griffé sur la tête du roi, elle explique que les vers de terre n'apprennent jamais de leurs leçons. Son aura hors du commun semble prendre tout l'espace dans cette pièce. Cela n'est autre que la capitaine Nephia. Tout le monde, absolument tout le monde va se faire trancher en petits morceaux devant moi. Bordel! Ce monde n'a absolument rien d'amical! Pourquoi la déesse m'a fait un coup pareil? Est-ce que ce serait à cause de l'autre monsieur propre? Est-ce que la déesse m'aurait confondu avec cet abruti? Elle avait l'air si distante, comme si elle n'en avait rien à foutre. C'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que je dois faire, sérieux? Je vais m'enfuir! Alors que j'avance d'un seul pas, une voix dans mon dos me demande de l'aide. Des demoiselles en détresse. Je ne peux vraiment pas les abandonner. Même si je ne suis qu'une merde d'après le roi, je me dois de les protéger. Et merde, je n'ai plus le choix. Je dois me donner à fond. Puisque la déesse m'a confondu avec Sasaki, je dois aussi avoir la capacité surpuissante qui lui a été attribuée. Je vais donner tout ce que j'ai. Mon poing arrive à toute vitesse droit sur leur patronne. Mais pour une raison étrange, l'impact fait boing boing. Attends, comment ça, boing boing? Les deux combattantes vont se foutre de ma gueule. Elles aussi m'insultent de petite merde. Sa lance va se loger sur mon torse. Sa porteuse va me dire que je mérite de mourir. Il faut croire que je suis vraiment une merde alors. Adieu, ma vie Isekai. Tu as été aussi naze que ma vie de base. Qu'est-ce qu'elle attend pour vouloir me tuer? Alors que le temps passe, elle semble me regarder avec de l'hésitation. En effet, notre jeune condamnée à mort arrive à survivre, non pas car Nephia est douce, mais car elle trouve le garçon mignon. Son visage doux, son air persécuté avec ses yeux en larmes. Elle l'avait vu venir depuis un moment, mais elle n'avait rien pu faire face à tant de mignonneries. Malgré qu'il ne soit qu'un simple humain, rien d'autre qu'un ver. Elle ne pouvait pas le tuer. Non, elle voulait juste le toucher, un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Cet humain avait été gravement insolent. Elle devait le tuer. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle ne veut vraiment pas me tuer? La grande démon en train de rougir se dit que ce serait impossible. Ça craint. Elle a suivi la routine habituelle et a dit « meurs » ou un truc du genre. Mais revenir en arrière maintenant donnerait le mauvais exemple à ses subordonnés. Les démons jumelles Kiru et Meru, quant à elles, étaient en train de réfléchir. En fait, elles ne veulent vraiment pas le voir crever non plus. La première pense que ses pleurs l'ont affecté. Est-ce parce qu'elle l'a traité de grosse merde? L'autre se rappelle avoir dit qu'elle le transformerait en simple collier. Mais c'est tellement gênant. Elle espère juste que ce garçon va oublier. Mais le plus important est de stopper Nephia-sama. La tension dans la pièce était palpable. Elle semblait ne pas vouloir passer à l'action, tandis que les jumelles, elles, ont sorti leurs armes après s'être étrangement regardées dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Est-ce qu'elle compte me torturer lentement avant de m'achever? Ça suffit! Qu'on en finisse, bordel! Tuez-moi! La dirigeante va alors se mettre à bégayer. Elle va répéter son baratin habituel. Comme quoi il est un humain. Un simple humain insolent. Jusqu'à... qu'elle avoue ne jamais avoir dit vouloir me tuer. Ça perd l'hypopète. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ne vient-elle pas de dire que je méritais la mort? Mais elle répondra avec force qu'elle n'avait jamais dit qu'elle me tuerait de ses propres mains. Notre protagoniste est resté dans l'incompréhension la plus totale. Enfin bref, tout ça n'était pas fini pour autant. Du bout de son doigt, la démon m'annonce que je vais être puni, mais pas tué. À la place, la punition sera... Eh bien, voyons voir. Ce sera... l'emprisonnement! Elle hausse la voix et demande aux jumelles de l'enfermer dans le donjon du château. Elles vont immédiatement s'exécuter en venant le coller pour attraper ses bras.
Ces paroles sont des ordres. Elles sont souriantes, alors que je me voyais partir dans un donjon de malheur. La patronne du groupe va venir les arrêter dans leur course en leur demandant d'attendre. Vais-je me faire torturer jusqu'à en mourir? Il y aura 3 repas par jour, et aussi un goûter l'après-midi. Elle aimerait donner d'autres friandises, mais c'est tout pour l'instant. Les démons acquiescent, et aussi humains. Il est un peu dur de l'appeler constamment par sa race. Qu'il donne son nom. Lorsque je lui réponds Suzuki Takashi, des étoiles vont apparaître dans son regard que je pensais pourtant perçant. C'est que cela sonne plutôt bien. Qu'est-ce qui est en train de se passer, bordel? Je pensais me faire tuer sur place, mais me voilà vivant, avec un endroit où loger et 3 repas par jour. D'ailleurs, elle, c'est Nefia. Elle se présente maintenant? Non, tout ça doit cacher quelque chose de louche. Je ne peux pas y croire. Je ne vais pas me laisser faire! Je vois clair dans votre jeu. Vous voulez vous faire passer pour la gentille pour me dévorer, c'est ça? Si vous pensez que je tomberai dans le panneau, vous vous mettez la griffe dans l'œil. Je suis certain d'avoir vu juste dans leur jeu. Du moins, j'étais certain. Jusqu'à ce que les jumelles se moquent de moi. Elles racontent que j'ai une vision des démons remplie de préjugés. Facile à dire. Je viens quand même de les voir démonter des humains à l'appel. Mais c'est donc vrai? Je ne vais pas me faire manger? Alors, les humains ne leur servent pas de repas? Ah, bah, si, c'est leur plat préféré. Alors c'était bien un mensonge! Je tiens à leur rappeler qu'elles m'ont tout de même menacé durant la bataille. Mais quand je leur dis ça, elles font genre de ne rien comprendre. Avant que j'aie eu le temps de parler davantage, elles vont couper court à la discussion en me tirant dehors. Qu'ils viennent avec elles. Direction leur château! En route vers ce monde inconnu dont je ne sais rien. Elles m'emmènent vers la fenêtre, mais... Wow! Qu'est-ce qu'elles font? Je vais tomber! Suzuki va alors se faire amener vers le château des démons, pendant que Nefia, elle, restera sur place. Pour péter un câble! Elle était tellement jalouse de voir Suzuki si proche des jumelles. Les voir se saisir de lui de cette façon, c'est juste impensable! Son métier est vraiment dur. Elle se devait de rester forte et droite pour montrer l'exemple, mais... c'est tellement dommage! Revenons sur Suzuki, qui venait d'être déposé au royaume des démons. Au milieu du sombre territoire des démons, dans un château des plus sombres, gardé par des créatures encore plus sombres. Me voilà arrivé dans ce bourbier, et très franchement, je ne suis même pas sûr de vouloir parler de cette situation. Je suis un prisonnier VIP, c'est quand même assez bizarre. Les autres me regardent vraiment mal pour ce petit privilège. Je me demande ce qu'elles peuvent bien avoir derrière la tête. Autant de gentillesse gratuitement, je ne peux pas y croire. Mais enfin, réfléchir à ça ne me mènera nulle part. Tout ce qui s'est passé sous mes yeux est arrivé tellement vite que j'arrive à peine à comprendre. De toute évidence, après ce carnage, tout ce qui m'attend, c'est la mort. Mon dernier souvenir avant de mourir, c'est ma vision qui devient rouge et tout l'air qui se fait expulser de mon corps en un rien de temps. Si j'avais eu le droit à une mort rapide, ce n'est pas plus mal. Tout ce que je voulais, c'était vivre dans un monde en paix avec quelques amis. Et me voilà dans un foutu trou à rats en train de pourrir avec des prisonniers. Sérieux, c'est horrible. Pendant ce temps, la déesse qui a envoyé Suzuki dans ce monde est en train de l'observer dans sa boule de vision magique. Elle venait de réaliser qu'elle avait fait une grave erreur, et que cela était parfaitement impardonnable en tant que Dieu. Elle avait bien donné les bonnes compétences aux 2 hommes, mais avait inversé leur monde. Ce qui explique ce scénario étrange. Mais malheureusement, elle ne pouvait plus rien y faire. Une fois que quelqu'un était envoyé dans son monde, elle ne pouvait plus rien faire pour le ramener. Sans parler du fait que le contact du paradis vers l'humain est strictement interdit. Elle risquerait gros. Heureusement, sa capacité à être aimée inconditionnellement pourrait bien retourner les règles tout entières de ce monde. Il doit comprendre comment ce dernier marche et devenir un véritable héros. Ou peut-être, l'autre possibilité est... ouais... un truc comme ça. L'aider serait clairement la meilleure solution. Mais même si cela est impossible pour le moment, s'il te plaît, fais de ton mieux, Suzuki. La commandante Nefia était très heureuse de retourner au château. Elle ne pouvait plus attendre de voir ce mignon petit humain qui l'attendait tranquillement dans le cachot. Elle avait même travaillé toute la nuit afin de pouvoir le voir aujourd'hui. Vite!
Impossible d'attendre davantage! Elle ouvrit la porte du cachot avec fermeté et ambition, mais plus personne n'était présent. Qu'est-ce que cela voulait dire? Où était passé son Suzuki adoré? Elle arrête brusquement un nouveau du château pour lui demander ce qu'il s'est passé dans les parages. À quoi étaient en train de jouer les jumelles Kiru et Meru? Il explique qu'elles étaient en train de s'occuper des survivants depuis hier, mais... aucune inquiétude à avoir. D'un air fier et déterminé, ce Tados va expliquer qu'il avait pris soin de tous les envoyer vers la salle de torture. Tous, autant qu'ils sont. Naturellement, il se devait d'appliquer la procédure habituelle. Tout ça grâce au manuel du débutant qu'ils ont reçu au préalable. Ni une ni deux. La gifle de catégorie A de la commandante viendra décrocher ce crâne de squelette idiot. Ce sale imbécile. Tout est à cause de lui. Oublie les règles. Comprends l'ambiance. Le squelette pense que sa vie est si compliquée. Comme si tout cela n'était pas suffisant. Il a fallu que ce Tados stupide les envoie vers la chambre de torture. C'est Uroguru qui habite dans cette pièce. Il y fait naître et habiter des insectes immenses dans les orifices des humains et prend un malin plaisir à les garder en vie. Même les femmes et les enfants se font lentement dévorer par cette méthode. Tant qu'ils respirent, ils continuent d'être ruinés. Telle est leur destinée. Ce type, il n'y a plus rien de social en lui. Ça veut dire que si Suzuki y a mis les pieds, il est dans une situation absolument terrifiante. Dans un dernier acte de colère, elle saisit le squelette débile en lui demandant pourquoi il avait fait ça à Suzuki. N'avait-il point ressenti quelque chose face à ce jeune homme hors du commun? Malheureusement, le manuel disait clairement qu'il n'y avait pas d'exception. Un coup de poing violent est donné. Ça suffit, elle s'en va. Sans attendre, la jeune femme va se mettre à courir dans les couloirs froids et ternes de son royaume afin de retrouver Suzuki. En courant, elle prie pour qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Quelle rapidité! La commandante Nefia-sama est pourtant si calme d'habitude. Ce Suzuki doit vraiment être spécial. Pendant ce temps, notre protagoniste est plus que terrifié. Devant lui se déroule une scène épouvantable. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, sérieux? Et qu'est-il en train de faire? Fait-il sortir des insectes par tous les trous de son corps? Bordel de merde! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis préparé à mourir, mais de cette façon, je ne suis plus tout à fait sûr de mon choix. L'homme à côté de moi va gerber avant de se mettre à parler tout seul. Il ne veut surtout pas mourir, et ne veut pas être torturé longuement en étant maintenu en vie de cette manière. L'humain se met à prier, et s'excuse envers papa et maman. Je vais essayer de lui parler. La main du garçon se rapproche. C'est moi qui passerai ensuite. Le malheureux a du mal à comprendre. Leur but est de s'amuser tant qu'ils le peuvent, c'est ça? Alors ils n'ont qu'à me torturer jusqu'à devenir ennuyé. On m'a souvent dit que je n'étais qu'une merde, un moins que rien. Je ne pourrai jamais me rebeller de toute façon, même si le fait que je passe lui permet d'augmenter un tout petit peu ses chances de survie. Alors cela vaut le coup. Lorsque je lui dis ça, il me regarde d'un air profondément perdu. Est-ce que je suis en train de le terrifier à ce point? Son doigt va lentement se lever, et de sa bouche sortiront des mots horriblement stressants. Bordel! Il est juste là! L'homme à côté de moi va se mettre en fondre en larmes en le suppliant de le laisser en vie! Il pourrait lui donner tout l'argent qu'il veut! Le bourreau va l'assommer en lui demandant de la fermer. Il va même le jeter contre le mur derrière lui pour le dégager du passage. À présent, l'individu jeté est assommé. Je n'ai pu que regarder sans rien dire. Ses mains froides et pouilleuses vont venir se saisir de mes joues. Hein? Ce type sans pitié va se mettre à stresser devant moi en me demandant depuis combien de temps j'étais dans les parages. Il ajoute que j'aurais dû lui dire que j'étais là. Mais est-ce qu'on se connaît? Le bourreau explique qu'il apprécie faire autant de mal aux autres avec des insectes, mais pas pour lui. Alors ça veut dire, il va vouloir m'éliminer lorsque je lui demande. Il est terrifié à l'idée de me faire une chose pareille. Si ce n'est pas ça qu'il veut me faire, alors qu'est-ce qu'il veut me faire au juste? Une question de plus à laquelle je n'aurai pas de réponse. Et étant donné qu'il va péter son crâne contre le mur de briques encore et encore. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? La situation est devenue plutôt gênante. Le monstre se rend compte de ce qu'il a fait. À côté du garçon se trouve un véritable cratère.
Face à une telle situation, le petit ne peut que se mettre à pleurer. Dès lors que mes larmes se mirent à couler, le bourreau se retrouve à nouveau dans un élan de panique, se demandant ce qu'il devrait faire pour m'aider. Ce mec est coincé comme si ça faisait 10 ans qu'il n'avait parlé à personne. Et en effet, c'était le cas. Le bourreau est un être très peu social que tout le monde trouve bizarre dans le château. Mais en temps normal, il se fiche pas mal de tout ça, car il a des insectes qui lui tiennent compagnie. Ils ne parlent pas, mais sont plutôt dociles. C'est pourquoi tous les jours, il s'amuse avec les insectes et les humains. En apprendre plus sur ses compagnons et voir les humains souffrir est un plaisir certain pour cet homme isolé. Suzuki lui aussi était un humain, mais lui, son visage si doux et attachant, ses pleurs angéliques, il était juste adorable! J'étais encore dans mon élan de panique, et cela pour encore pas mal de temps, jusqu'à ce que le bourreau vienne me mettre dans des draps afin de me faire sentir en sécurité. Il va retirer son masque pour essuyer mes larmes. Après une seconde de réalisation, je lève mes yeux pour le remercier, et je réalise que sous ce masque se cache... Une femme? Tu es une femme? Elle me répond que oui, mais que comme elle est en réalité un ogre, son corps paraissait très masculin. Même les démons ne la trouvent pas attirante. Alors c'est pour ça qu'elle se cache? En réalité, elle se trouve laide? Pendant que je réalise ce qu'il se passe, elle va me demander de lui rendre son masque, mais je ne suis pas d'accord. Je vais lui dire dans le blanc des yeux que je ne la trouve pas laide du tout. Au contraire, j'ai même été surpris de me rendre compte à quel point elle était mignonne. Elle ne va pas en croire ses oreilles. Comment quelqu'un pouvait la trouver mignonne? Elle pense que je me moque d'elle. Pas du tout. C'est la pure vérité. Arrête de porter ce fichu masque. Tu es tellement plus belle sans. Un silence de mort va s'installer, jusqu'à ce qu'un sourire se grave sur son visage. Elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. Ses joues se mettent à rougir. Est-ce qu'elle est heureuse ou elle est sur le point de péter un câble? Elle enchaîne sans s'arrêter. Elle veut toujours plus de discussions. Elle me demande mon nom. Et quand je lui réponds Suzuki, elle semble être la femme la plus heureuse du monde. Elle veut encore plus discuter. La voilà qu'elle me présente son chien. Enfin, un chien. C'est vite dit. On parle plus d'un ver alien qu'autre chose. Je secoue la tête pour montrer que cela me répugne. Visiblement, cela l'a rendu plutôt triste. Voyant bien que je n'étais pas intéressé par les insectes, je vais vite lui demander son prénom pour changer de sujet. Son nom est Uroguru. Et elle veut que je le retienne apparemment car elle ne va pas arrêter de le répéter. Le garçon répond qu'il va tâcher de s'en souvenir. Quand sa joie redescend enfin, elle me dit que je suis un mystère. Comment ça? La femme explique qu'elle déteste parler aux gens d'habitude. Et c'est encore pire avec les humains. Mais lui, c'est différent. Le simple fait qu'elle le regarde la rend heureuse. Pourquoi donc? J'aurais aimé lui répondre, mais... Le bruit d'une porte interrompt notre conversation. La commandante Nephia n'était pas vraiment de cet avis. La femme musclée demande ce qu'elle fait ici. Pourquoi venait-elle d'enfoncer cette porte? Nephia répond que ça ne la regarde pas, avant de demander si Suzuki était dans les parages. Lorsque son regard croise le mien, je peux voir des papillons dans ses yeux. Mais pas très longtemps. La commandante se ressaisit et demande à la bourreau qui elle est. Elle ne savait pas à quoi ressemblait Uroguru non plus. Enfin bref, la fanatique d'insectes va s'interposer avec beaucoup de courage, en demandant à la commandante avec fermeté de ne pas le tuer. L'ogresse ne peut que supplier sa supérieure, et celle-ci ne s'attendait pas à ce genre de situation. Il ne fallut pas longtemps à la démone pour expliquer qu'elle comptait juste l'envoyer dans la salle des esclaves. Décidément, peu importe où on m'envoie, c'est un véritable enfer. L'armoire à muscles dépose sa main sur mon épaule avec un air rassuré. Elle dit que dans cette salle, je ne serai ni torturé, ni utilisé pour faire des steaks hachés d'humains. Est-ce vraiment le cas? Ouais. Mais après un instant, elle réalise que je ne viendrai plus jamais ici. C'est plutôt rassurant, mais ça me rend un peu triste de laisser Uroguru seul dans cette pièce. J'ai une idée! Excuse-moi, est-ce que tu pourrais arrêter de torturer les autres humains, s'il te plaît? La fille ne comprend pas. Ils n'ont rien fait de mal, et je ne voudrais pas les voir souffrir gratuitement. Elle hésite.
Je me doute qu'elle ne puisse pas comprendre. Si tu me promets d'arrêter, je viendrai te voir une nouvelle fois. Un air touché et surpris se dessine sur son visage. Sérieux? Mais si jamais il se fait choper? La commandante n'a pas l'air très heureuse. Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'il se dépêche de venir. Après s'être décidé, Urugur me prend dans ses bras, ma tête collée au milieu de sa poitrine, en me faisant la promesse qu'elle ne ferait plus jamais de mal aux humains ici. C'est au moins ça de prix. Il fait si chaud au milieu de cet endroit, mais pour une raison que j'ignore, je sens comme de l'électricité dans mon dos. Bon, il était temps pour moi de m'en aller dans la chambre des esclaves. C'était une aventure spéciale. Qui sait ce qui va m'arriver désormais? Et enfin, la femme dit que c'est ici, la salle des esclaves. Eh ben, l'ambiance était un peu à prévoir. Ce monde est définitivement cruel. Mais le destin se montrera un peu plus gentil que ce monde à ce moment-là. Car c'est ici que j'ai rencontré la personne qui m'a permis de changer et aussi de changer ce monde. Elle était enchaînée avec ce regard qui appelait à l'aide et ses habits à moitié déchirés. L'ambiance des lieux était morbide. Avant que je ne puisse me faire rattraper par mes mauvaises pensées, Nefia me dit que tout va bien se passer et que je devais tenir jusqu'au jour de sélection. Au fond de son esprit, la démone aurait honnêtement préféré le faire dormir dans sa chambre. Le garçon demande ce qu'est cette sélection, une journée où un démon pourra l'acheter dans une vente aux enchères. Alors c'est à ça que tout le monde sert ici? On va tous être vendus. Pour finir, elle me donne une petite cloche noire et me dit que si quelqu'un me veut du mal, je n'ai qu'à la faire sonner le plus vite possible. Mais à quoi sert donc cette petite clochette? En gros, tous les humains de cet étage, à part lui, seront carbonisés. C'est dégoûtant! Je ne veux pas de cette cloche! Je n'ai qu'à tenir une semaine. Ce n'est pas non plus la mort. Pour une raison que j'ignore, elle prend mal mon refus, me demande de rentrer avec beaucoup de colère avant de me claquer la porte au nez. Dans sa tête, elle se dit qu'elle avait pourtant placé tellement d'efforts pour créer ce cadeau, marmonnant que je lui devais des excuses si jamais je voulais cette cloche. Quelle étrange mademoiselle. Je n'arrive toujours pas à cerner les intentions de ces démons. À peine rentré au calme, que je me fais encore interpeller par les humains des lieux. Quel culot de parler avec ces foutus démons, me dit-il. Ça ne sent pas bon. Deux lourdeaux vont me coller en me posant des questions. Ils disent que j'ai les yeux noirs, alors que l'un d'eux se rapproche en parlant des rumeurs. Maintenant, il comprend mieux. Un coup de coude vient d'atterrir droit dans mon visage, me projetant directement au sol. L'agresseur dit que c'est la petite merde inutile qui a été invoquée au royaume par le roi. Son pays et son peuple ont été tués parce qu'il n'est qu'un bon à rien. Une voix de femme va retentir au fond de la pièce, demandant à l'agresseur d'arrêter. Un vieillard va l'appeler princesse. Il va se retourner vers elle, la regardant avec haine et malice. Il lui dit que c'est aussi de sa faute si le royaume a sombré, qu'elle n'a pas rempli convenablement son rôle. Il se jette sur elle. En un rien de temps, il était collé à elle à même le sol. Il était sur le point de commettre l'irréparable. Le vieux essaya de les dissuader, mais se prendra un coup sur le haut du crâne, le rendant KO. La pauvre demoiselle en détresse subira le courroux des hommes en colère. Ces hommes qui ont payé des taxes pour la défense de leur pays qui est quand même tombé. Et qui pensent que c'est une raison suffisante pour s'attaquer à une femme sans défense. Je dois faire quelque chose! J'attrape son bras, lui demande d'aller se faire foutre et de lâcher la princesse. Sans surprise, il m'insulte et me demande de mourir, mais... Non! Je ne peux pas mourir d'aimant d'un monstre pareil! Quel est l'intérêt de mettre tout son dévolu sur les autres? Comment lâche! Il va encore me frapper en essayant de me faire mourir. Je suis sur le point de mordre la poussière. Mais soudain, la princesse va venir saisir cet enfoiré avec ses chaînes pour l'étrangler. Ses yeux témoignent de son sang-froid. En tant que princesse, elle avait donc appris à se battre. C'est plutôt logique si elle est importante. Elle vient vers moi d'un pas doux et élégant et me remercie de l'avoir sauvée en se présentant. Elle est la 3e princesse de Reirun. Elle s'appelle Exela.
Je me demande, n'y avait-il pas déjà une autre princesse? Sans avoir le temps de lui demander, elle va regarder le vieillard avec un air choqué. Mais celui-ci la rassure. Ce vieux schnock était en train de maîtriser un humain? Il était en réalité le garde de la princesse depuis tout ce temps. J'ai profité de ce moment de calme pour leur raconter mon histoire. Il faut qu'ils sachent que je viens d'un autre monde. Le vieux n'arrive pas à croire que ce garçon est né par un dieu. Cela paraît si tiré par les cheveux que le garçon s'en excuse. Il semble étonné que la déesse m'ait ramené à la vie. Sans aucun doute, c'est elle qui m'envoie. Je suis un être béni, mais avoir été confondu avec quelqu'un, c'est vraiment terrible. Quand je leur explique que je voulais juste un monde doux avec beaucoup d'amis, ils vont me regarder avec des yeux remplis de peine. L'autre crâne d'œuf voulait un monde dans lequel il pouvait se battre et défoncer des abrutis. Il est l'homme qui aurait dû arriver ici. Avec sa capacité, il aurait sans doute pu sauver ce monde. Mais du coup, que pouvait bien être cette capacité qu'il a souhaitée? Ma capacité à moi, au début. Je pensais qu'elle n'existait même pas. Les premiers humains que j'ai rencontrés ne semblaient clairement pas m'apprécier. Mais les démons agissent tellement différemment et seulement avec moi qu'aujourd'hui, j'ai ma confirmation. Je suis un être inconditionnellement aimé par les autres. Mais cela ne s'applique qu'aux démons. Je peux seulement faire une supposition quant au pourquoi du comment. Je suis tellement faible qu'ils me trouvent adorable. Il suffit que je me mette à leur parler quelques instants pour les rendre totalement fous de moi. Pour qu'une telle chose soit possible, comme attendu d'un dieu. Ah bon? Pourtant, je ne peux protéger personne à part moi-même. Je ne pourrais compter toutes les fois où ce don m'a sauvé de situations horribles. Son seul défaut est qu'il ne permet pas de sauver tout le monde, contrairement à un pouvoir de force ultime. Comme mes agresseurs l'ont si bien dit, je suis inutile. La dirigeante des humains me demande de me souvenir du jour où les démons ont attaqué le château. Le garçon répond que ce n'est pas comme s'il avait pu faire grand-chose. Certes, mais grâce à l'ouverture qu'il a créée, ces 2 servantes ont été capturées, mais pas tuées. Ah, vraiment? Elle m'explique qu'elles ont été envoyées dans un autre lieu d'esclaves. Il est parvenu à sauver ces 2 personnes. Les exploits des plus grands héros ne racontent jamais les pertes que ça leur a coûté de sauver quelques vies. Je le sens. Elle est sur le point de me dire quelque chose. Elle m'avoue les larmes aux yeux que sans mon élan de courage et mon grand discours, elle n'aurait jamais pensé à passer à l'action contre ses agresseurs. C'est pourquoi elle est si heureuse qu'ils soient ici. Ce qui l'a permis de passer à l'action, c'est son courage. Elle me remercie d'être avec eux. Je suis tellement désolé de penser de façon aussi lâche. Elle a raison. Je me dois de donner le meilleur de moi-même, même dans ce monde dangereux. Après s'être calmé, le garçon va s'adresser à Exela et Orneo. À propos de ce monde, apprenez-moi tout ce que vous savez sur lui. Je veux vous être utile. Je veux sauver ce monde. Ils me regardent avec passion et motivation. Évidemment, ils feront tout leur possible. Sans attendre, elle me prend la main et me dit qu'ensemble, on pourra changer le monde. Quelques heures plus tard, on dirait bien que nos démons jumelles ont reçu une petite correction. Leur supérieur s'est certainement énervé. Elles ne peuvent pas croire que cet abruti de squelette a envoyé Suzuki en salle de torture. Elles vont en faire du calcium. Il va voir. Jamais elle n'avait vu Nefia aussi en colère. Mais heureusement, cet humain est en sécurité. D'après ce qu'elle leur avait dit, Suzuki était actuellement dans une salle d'esclaves. Autant aller le voir. Au fond du couloir, qu'est-ce qui était en train de traîner? C'est Suzuki! J'étais tranquillement en train de parler avec le garde, mais voilà que les jumelles arrivent à toute vitesse vers moi. Le démon s'excuse d'avoir été en discussion avec moi, mais elles comprennent. Après tout, elles ont aussi l'effet de mon pouvoir. De toute façon, il fallait bien qu'il me guide jusqu'à Nefia pour que je puisse lui parler. Quand les 2 sœurs me demandent pourquoi je voulais aller la voir, je leur avoue que je voulais devenir l'esclave personnel de Nefia. Et elles me regardent avec un air vraiment étrange. Sans plus attendre, je vais me rendre dans son bureau pour lui demander. Lorsque je lui demande, elle se retourne et me regarde avec cet air un peu surpris. Est-ce que je viens de dire quelque chose de mal? Elle doit contenir sa joie dans sa tête pour ne pas passer pour une idiote devant ses fidèles. C'est pourquoi elle fait mine d'être agacée. Je lui demande si tout va bien, et elle me dit qu'elle se sent patraque à cause du travail qui la surmène. Il faut se calmer! En tant que capitaine de la lance du tonnerre, elle ne doit pas perdre sa dignité!
Elle ne pouvait en réalité pas valider ma demande, car d'après les règles, il fallait attendre le jour de la sélection comme elle en avait parlé dans la salle de torture. Ouais, les règles qu'elle a faites elle-même. Comme c'est insupportable. D'un seul coup de plume, elle va venir inspirer l'encre à même sa pointe pour modifier le document de règles sur le bureau. Elle ajoutera que tout le monde devait suivre les règles, sauf la capitaine. En effet, il n'y aura aucun problème comme ça. Après avoir triché, elle se tournera vers moi pour me dire que normalement, elle ne pouvait pas valider ce genre de choses. Mais comme elle était commandante, elle pouvait se permettre de faire des décisions en dehors des règles. C'est pourquoi elle accepte sa requête. Le garçon, quant à lui, a une faveur à lui demander. En échange d'être son esclave, à propos des humains dans la salle, il faudra les mettre avec les maîtres les plus sympathiques et bien élevés possibles. En particulier la princesse Exela. Elle va se mettre à réfléchir à ma proposition. Cette princesse... Elle se rappelle avoir capturé d'autres humains pour ne pas que les démons remarquent le traitement de faveur donné à Suzuki, mais... Si elle se rappelle bien, il y avait une personne. Même si cette fille provient de sang royal, elle est seulement la 3e princesse. Si ça peut rendre Suzuki heureux, alors... Bien, elle gardera ça à l'esprit. Parfait! Je venais d'accomplir mon premier objectif! La discussion que j'ai eue avec la princesse et son majordome dans la cellule est en train de porter ses fruits. Il faut que j'arrive à entretenir mes relations avec les démons pour leur demander d'épargner les miens. Merci, Nefia! Je suis vraiment heureux! Elle rougit en n'en point finir et se met même à suer face à ma joie. Quand elle reprend ses esprits, elle indique qu'il est tard et qu'il est l'heure d'aller au lit. Ok! Les 2 jumelles s'en vont. Je m'apprête à les suivre. Sauf que... La main de ma nouvelle maîtresse m'attrape par le col. Nefia m'explique que désormais, en tant que son esclave, j'allais devoir dormir sur place. Quoi ? Les voilà maintenant dans une situation plutôt gênante. Pendant que j'étais endormi, la commandante ne cessera pas de remuer la joie dans son esprit à propos de son acquisition. Une pensée la traverse. Est-ce que Suzuki est endormie alors qu'elle se penche pour venir le voir très discrètement? En voyant ce petit ange dormir, avec son visage si innocent, elle va craquer sous la mignonnerie! Elle n'avait qu'une seule envie, c'était de le prendre dans ses bras et lui faire un câlin dans sa nuisette. À ses yeux, il était tellement précieux qu'elle se devait de le vénérer. Sa mignonnerie ne doit pas être souillée. Cependant, cela ne l'empêchera pas d'essayer de le faire un tout petit peu. Elle était une démone après tout. Elle sentira son odeur quelques instants avant de réaliser que quelque chose n'allait pas. Cette odeur, c'est... Au milieu de la nuit, le doux vent frais viendra me réveiller en douceur. Moi qui pensais ne pas réussir à dormir, j'ai finalement dormi comme un bébé. Je me suis inquiété pour rien. Finalement, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec mon corps ou quoi? Le garçon vient de se réveiller et la démone le remarque. Non! Je ne veux surtout pas qu'elle me mange! Elle me dit de me calmer et qu'elle ne va de toute façon pas me manger. Apparemment, je suis blessé. Il avait une coupure profonde sur sa tête, avec des bleus partout sur son abdomen et ses pieds. Sa situation aurait empiré sans traiter tout ça. Alors elle a utilisé un peu de médecine. Elle a raison. Mes cicatrices. Elle a tout soigné pendant mon sommeil pour que je me sente mieux. J'ai vraiment eu peur pour rien. Elle a été adorable. Je la remercie. Elle le mérite. D'où viennent ces cicatrices? Eh bien, je ne pouvais rien lui dire. Si je lui expliquais ce qu'il s'était passé dans cette cellule, elle tuerait tous les humains qui ont osé lever la main sur moi. Je donne une excuse de chute dans les escaliers, et Dieu merci, elle me croit. Elle me met en garde. Je dois lui en parler la prochaine fois. La manière dont un esclave est traité peut grandement affecter la réputation de son maître. Elle retourne tranquillement au lit. Alors la situation serait réglée? Moi, je n'ai pas pu dormir le moins du monde. J'étais bien trop perturbé par cette histoire. Tous les jours qui suivent étaient vraiment confortables. Et enfin, 3 jours plus tard... S'habituer à ce rythme de vie était presque effrayant. Ma maîtresse ne ronfle pas, et elle me donne une vie tranquille. Je n'ai pas eu de problème jusque-là. Et aussi, lors de la journée, elle faisait quasiment tout le travail à l'aide de la magie. Je suis libre de pouvoir me balader partout dans le château. Tous les démons m'apprécient en tant qu'humain. En fait, plus qu'un esclave, je me sens comme un invité. Ce soir,
Nefia était censée travailler toute la nuit, mais on dirait qu'elle n'est pas vraiment là. Mon monde confortable avec des amis. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai fait une promesse à Exela, n'est-ce pas? Je dois faire tout mon possible pour aider ce monde. Le garçon effectue sa tâche du jour le mieux possible. Pendant que je travaille, les jumelles vont venir me voir à la fenêtre extérieure pour me parler. Elles me demandent si je suis libre, comme si ça ne se voyait pas que j'étais en train de travailler. Je réponds que je dois faire le linge, car malheureusement, même si elles pouvaient faire ça avec de la magie, il fallait que je montre ma bonne volonté. Ça quoi? Je ne m'attendais à rien d'elles. Mais elles vont me dire qu'elles comprennent ce que je veux dire. Vraiment? Elles aussi, des fois, elles aimaient mettre de la volonté dans des tâches manuelles et y mettre du temps. Il peut même venir voir s'il veut. Eh bien, c'est avec grand plaisir. La démone pense qu'elle va lui préparer un cadeau fait à la main. Une fois devant la porte, elles vont me faire un peu attendre. Puis quand cette dernière s'ouvre, je vais me retrouver nez à nez avec... Mon hoodie! Elles ont réparé mon haut! Je ne savais pas que Meru avait une passion pour la couture. C'est vraiment incroyable! Attends! Si vous avez pris mon haut, ça veut dire que vous avez enlevé ce qui reste de tissu à Exela? Ouais. Elle était à poil! Apparemment, elles lui ont quand même donné des habits pour ne pas non plus qu'elle reste nue. Phew, si elle était tombée sur ces deux connards, je n'aurais pas du tout été rassuré. Lorsque je les mentionne, la démone est confuse. Il n'y avait pourtant que ce gosse et un vieil homme à l'intérieur. Ah bon? Il y avait pourtant deux types, non? Ah! Elle demande si je parle des deux types qui m'ont agressé dans cette cabine. Car si tel était le cas, il faut savoir qu'ils ne survivront pas le moins du monde. Bah ouais! Après leurs actions, plus personne ne voulait d'eux en tant qu'esclaves. Ils ne sont bons qu'à être utilisés en tant que bouffe. Nefia a donc vu la vérité à travers mon âme. Je le savais. Ce monde est cruel et terriblement sombre. Entre nous et les démons se trouve un profond fossé. Je ne sais pas ce qui m'a pris de croire que ça se passerait bien. Je m'excuse auprès des jumelles et prends la fuite de la pièce. Je sens le besoin de prendre l'air m'envahir. Celles-ci sont inquiètes en voyant l'état de Suzuki. Plus tard dans la soirée, je me retrouve à table avec ma maîtresse. Elle m'a préparé une entrecôte absolument hors du commun. Y a pas à dire, elle est vraiment petit soin avec moi. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire. Nefia a entendu dire que la viande animale est la nourriture favorite des humains, mais... cela n'est pas à son goût. Ah non, en fait, je vais lui dire que le plat était très bon sans trop oser d'expliquer ce qui me secouait l'esprit. Dans ce cas, tout va pour le mieux. Elle dit que le conseiller de l'armée des démons va venir pour une inspection au château principal. Le château principal? Une inspection? L'endroit dans lequel on se trouve est juste une installation temporaire afin de contrôler le pays de Reirun. Le château principal est bien différent de celui-là. Elle vient ici pour une inspection des états subjugués. Alors l'endroit où je suis ne représente pas leur royaume au complet? Eh bien, pourquoi cet air aussi nerveux? Elle est une dame incroyable. Nefia souhaite la lui présenter. Incroyable, dit-elle. Dans quel sens? La commandante va me raconter une anecdote. Apparemment... c'était lors de l'invasion du pays de Kréblan. Les forces d'invasion étaient suffisantes, mais l'ennemi avait un puissant nécromancien. Et ensuite, cet humain nécromancien avait fait usage de la sorcellerie pour faire croire aux démons que les humains étaient leurs amis. Ils ne réalisaient pas du tout qu'ils étaient sous l'emprise d'un sort. Tout le monde, sauf une personne. Cette conseillère du nom de Serfiano avait réussi à voir clair dans cette magie, grâce à son très réputé troisième œil. Lorsqu'elle s'est rendue compte de la supercherie, cette femme a levé le sort sur tous les démons qui se sont mis à détruire tous les humains aux alentours. Le garçon ne sait même pas quoi dire. Il est totalement figé sur place. Ce nécromancien n'avait-il pas une capacité exactement comme la mienne? Elle va voir clair dans ma magie alors? Avec tout ça, je me ferai tuer sans aucun doute! Pendant ce temps, ailleurs dans ce monde, au milieu de l'obscurité de la nuit, se trouvait un convoi qui avance à toute vitesse. Tandis que les créatures tirent le chariot, une voix s'adresse à Grant. Qu'il aille plus vite, demande la femme à l'intérieur. Plus elle se rapproche de l'avant-poste, plus elle sent une énergie profonde émanant d'un seul être humain. Les parasites doivent être traités au plus vite. La personne en route vers l'avant-poste n'est autre que... Serfiano.
Le lendemain, une fois arrivée à destination, elle va prendre le temps de boire un thé avec la commandante des lieux. Celle-ci va remercier Serfiano d'être arrivé. Elle venait tout de même de faire un voyage en pleine nuit. C'est honorable de sa part. Mais la femme répond que ce n'est rien. D'ailleurs, la conseillère a inspecté le dossier de Néphia. On peut dire qu'elle a certainement eu une grande ascension. Non, pas du tout. Mais quelque chose la tracasse. Elle va directement demander: le plan original n'était-il pas de tuer tous les humains de ce château? Ces mots vont venir glacer le sang de Néphia. En un rien de temps, la commandante va venir donner de vagues explications. Elle va raconter que son équipe contient des démons en formation et qu'elle préférait largement recruter des humains esclaves pour laisser les unités se concentrer sur l'entraînement. La plupart de ce pays sont faibles de toute façon. Son interlocutrice répond qu'elle comprend. La conseillère de guerre le savait bien. Elle ne s'était donc pas trompée sur ce qu'il se passe ici. Elle peut le voir directement. La lancière Néphia était sous le charme de l'ennemi. Il s'agit sûrement d'un sort très puissant. Serfiano en est persuadé. C'est le même genre de magie qu'elle avait perçu quand le nécromancien de Kerblan avait utilisé son sort. Mais elle n'avait jamais ressenti une telle énergie. En tant que conseillère de l'armée des démons qui voit à travers tous les êtres existants, elle promet de faire la peau à quiconque fait usage de ce maléfice sur ce territoire. Mais soudain, Suzuki entre alors dans la pièce. « Mince, je crois que j'ai oublié de toquer. J'amène des friandises pour vous. Quelle est donc cette étrange situation ? En tout cas, Néphia est très heureuse antérieurement. Serfiano est ici. Elle est en train de réfléchir. Sans prévenir, la conseillère va éclater sa tasse de thé contre son visage en hurlant des mots étranges. Alors qu'on se rapproche d'elle avec ma maîtresse pour voir si tout va bien, elle reprend instantanément la parole pour dire que c'est là une manière traditionnelle de boire dans sa famille. Eh ben, sacrée famille si vous voulez mon avis. Quelle est donc cette mignonnerie? Elle en a presque perdu ses sens durant un instant, sans s'être blessée elle-même. Serfiano ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Le garçon repart en disant qu'il va chercher quelque chose pour essuyer. La source de ce pouvoir est cet humain sans aucun doute. Après l'avoir tué, tout devrait rentrer dans l'ordre. Même si la situation est risquée, je me devais de jouer le rôle de l'esclave parfait. Je prends une serviette pour lui essuyer tout ce qui a été sali. La magie n'est pas mon point fort, mais je lui demande de me dire si quelque chose lui fait mal. Elle lance encore un regard avant de péter son crâne contre la table. Mais qu'est-ce qu'il lui prend sérieusement? Une fois de plus, on se demande si tout va bien. Elle a beau dire que tout va pour le mieux, on voit bien que quelque chose cloche avec elle. Celle-ci se met à prendre des expressions questionnables en pensant qu'il est tellement mignon. Impossible de résister. Elle appelle avec fermeté Néphia et lui demande de les mettre tous deux dans une arène. Les démons, incluant elle, ont pour interdiction d'interférer. La commandante ne parvient pas à comprendre, mais c'est un ordre. Ça craint, elle va finir par céder. Des pensées déplacées ne cessent d'envahir son esprit. Avant de perdre le contrôle, elle doit rapidement le tuer. Allez, vite! La femme acquiesce aussitôt. Ma maîtresse va s'exécuter et nous voilà désormais dans une arène immense. Tout est si calme. Néphia s'en va. Je lui demande de rester, mais rien n'y fait. Celle-ci savait bien que Suzuki serait nerveux autour de Serfiano Dono. Mais tout de même, pour être si entreprenante par rapport à ses désirs, il est bon de l'apprécier, mais elle va trop loin. D'ailleurs, pourquoi la reine souterraine? Ah, souhaite-t-elle jouer à trappe-trappe? Ça a l'air d'être une idée rigolote. Pendant ce temps, notre protagoniste demande à Serfiano d'attendre. Elle va s'élancer vers moi, me pousser avec sa magie, et je vais valdinguer jusqu'à un muret et m'écraser à même ce dernier. Si je m'approche, elle fera exploser tout le royaume et moi avec. Pardon? Pas moyen! Le garçon dit que si quelque chose la tracasse, alors la ferme. Satané utilisateur des capacités dans notre monde. Elle avait eu vent des tentatives des humains d'invoquer un héros pour contrecarrer les démons. Mais rien n'aurait pu prédire qu'une arme aussi puissante puisse se tenir devant eux. Quoi? Mais je n'irai jamais leur causer du tort! Il peut dire ce qu'il veut. Serfiano sait bien que tous les démons sont déjà sous son emprise. Mais tout sera fini aujourd'hui.
Elle va le tuer. Vite! Mais son corps se retourne sur le sol! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pas le temps de réfléchir. Après avoir repris ses esprits, elle va me balancer des chaînes. Fais chier! Je vais me faire attraper! À moins que... Est-ce qu'elle vient vraiment de s'enchaîner elle-même? La femme pousse des cris étranges, mêlant embarras et excitation. Mais c'est quoi ce bordel? En réalité, elle avait fait ça afin de mieux contrôler ses mouvements, car son corps bouge contre sa volonté. Elle avait même fermé les yeux afin de ne plus être affectée par sa mignonnerie. Elle va même bloquer son troisième œil, afin de sceller sa propre capacité, et ne plus jamais avoir affaire à mon pouvoir. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. On dirait un vrai plagiat de Gojo Satoru-sama. Avec toutes ces techniques, elle dit qu'elle n'a plus rien à craindre venant de moi. Est-ce qu'il pensait vraiment qu'elle s'était fait avoir aussi facilement? Une bonne magicienne ne se base jamais que sur un seul et unique sort. Elle le lui prouvera ici et maintenant. Elle dira quelques mots qui ouvriront un portail sous mes pieds. Ce portail va lui servir à invoquer des golems? Sérieusement? Cette invocation n'avait pas de conviction. Tout ce qu'elle faisait, c'est suivre bêtement les ordres de la conseillère de l'armée des démons. À présent, va, cet humain, tue-le! Le golem frappe de toutes ses forces au sol et explose la roche. Je saute pour éviter et y arrive de justesse. Le monstre a raté son coup, mais la veste du garçon s'en est vue déchirée. Je comprends mieux, je vois la réalité. Cette immense soif de sang. La première fois que j'ai rencontré Nefia, j'ai pensé me faire percer à mort. Mais je saisis mieux maintenant. Depuis le début, elle n'avait jamais eu l'intention de me tuer. Les autres étaient aussi comme ça avec moi. Personne n'avait de soif de sang naturelle envers les humains à mon égard. Ce qui m'avait permis d'entreprendre des actions jusqu'ici, ce n'était pas mon courage. Bordel, mon corps ne veut plus bouger. Je suis face à ce golem. Il va me tuer ici, c'est certain. Mais la vision de cette fille qui le remercie refait surface. Non, j'ai fait une promesse. Je dois faire tout mon possible. Suis-je vraiment satisfait de tout ce que j'ai fait? Ai-je changé ce monde de quelque façon que ce soit? Pas encore. Ce n'est pas fini. Je veux vivre. Alors que le poing du golem m'arrive dessus à toute vitesse, Serfiano deviendra finalement ma sauveuse. Avec le peu d'air qui lui restait dans les poumons, Serfiano annulera le sort. Comment cela est-ce possible? Elle s'était certes coupé la vision, mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. Louis, elle le savait. Normalement, ce n'est pas nécessaire, mais en toussant du sang, elle utilisera ses dernières forces pour me dire que mes pleurs étaient si mignons. C'est un crime. Vite, je dois l'aider. Je vais lui dire de se taire et d'économiser ses forces. Le combat s'est terminé, selon les désirs de celle qui l'a commencé. Même au bord de la mort, cette femme possède un visage calme et doux. Quelque temps après la bataille, Nefia m'explique que tout va plutôt bien pour elle. Comment est-ce possible après la droite qu'elle s'est mangée? Bah, c'est juste qu'elle est forte. Elle aurait aussi dit qu'elle s'était beaucoup amusée avec moi en dessous, et que le golem n'était pas voulu, comme quoi c'était la conséquence de son trop-plein d'excitation. Nefia demande si les dires de la conseillère sont vrais. A-t-elle vraiment commis un acte si dangereux? Ouais, au bord de la mort. La femme disait que s'il souhaite que ses capacités ne soient pas découvertes, il devrait ne pas dire un mot quant à cet incident. Mais pourquoi elle parle encore dans cet état? Cette Serfiano ne se serait-elle pas trop emportée? Elle m'a demandé de ne rien dire alors. On ne va rien dire. Au fond de son esprit, Nefia aimerait vraiment jouer à trappe-trappe. Comme son discours est logique avec celui de la conseillère, l'interrogatoire n'ira pas plus loin. Cependant, elle possède encore une toute dernière question. Elle avait entendu dire que je voulais créer un monde dans lequel les humains et les démons peuvent vivre en paix, et me demande si cela est vrai. Oui, c'est entièrement vrai.
Lorsque j'avais la conseillère entre mes bras, elle m'a demandé de promettre une chose. Cela est sa défaite. Elle ne parvient pas à le détester. Mais en tant que conseillère, elle ne peut pas ignorer la menace qu'il représente pour les démons. N'a-t-il vraiment pas l'intention de leur faire du mal? Non! C'est vrai! Le fait de voir tant d'humains se faire tuer m'attriste et me terrifie. Je lui ai promis ne pas vouloir faire de mal aux démons. J'en avais marre de voir des gens mourir. Je veux seulement la paix entre nos camps. Je souhaite que les démons et les humains peuvent vivre main dans la main en tant qu'égaux. Est-ce donc un problème de penser ainsi? Est-ce vraiment le cas? Puisque c'est comme ça, la commandante ne va pas trop s'en faire. Mais Serfiano a pourtant donné son soutien. Qu'est-ce qu'il raconte? Nefia me dit que ce rêve ne pouvait clairement pas se réaliser. Ce n'est que de la naïveté. Si la conseillère avait souri face à ma demande, c'était car j'avais l'air idiot avec un tel vœu. Elle a considéré ses sentiments et a épargné un bon nombre d'humains, non? Ma maîtresse n'est pas du tout intéressée à l'idée d'aider les humains. Par le passé, ils ont massacré des millions et des millions de démons. C'est une guerre et une invasion. Les humains qui veulent faire apparaître en héros, peu importe la finalité, sont tous les mêmes à ses yeux. C'est vrai, je le sais, mais depuis que je suis arrivé ici, la réalité n'a jamais rien fait d'autre que me confronter, de se jeter en plein dans ma face. La haine des humains, ainsi que la soif de sang des démons. Les deux camps sont tellement dans leur idée de guerre que je ne peux même pas y voir le moindre espoir. Mais je ne peux pas laisser plus de sang couler à cause d'une guerre de pacotille. C'est pourquoi j'ai décidé que je ferai les choses à ma façon, pour changer le monde. Un lourd silence remplira la salle. Je croise les doigts pour que ma maîtresse ne me coupe pas la tête comme un misérable rat. Bah quoi? C'est impossible, donc abandonne? Non, pas du tout. Par chance, elle me dira que si d'après moi, je pense pouvoir changer le monde, alors la possibilité n'est sans doute pas nulle. Après tout, la simple volonté d'une personne suffit pour faire naître une étincelle. C'est ce à quoi elle venait de penser. Elle me demande de quitter son statut d'esclave pour rejoindre ses unités. Il deviendra membre des Lances du Tonnerre. Quoi? D'après elle, si je rejoins les troupes, j'aurai beaucoup plus de privilèges et je pourrai donc gérer le conflit avec un peu plus de contrôle. Au sein de ce territoire, construire une telle utopie est possible. Cependant, si je venais à faire quelque chose comme ça, alors il faut bien que je retienne que je vais rejoindre une équipe qui a pour cible les humains. Elle me tend la main et me demande si même en sachant tout ça, j'allais rejoindre son équipe. La femme attend maintenant sa réponse. Pour être franc, je ne sais pas si mon choix est le bon, mais je sais que Nefia ne nourrit aucune haine envers moi, alors... Bien sûr! Je prends la main de ma commandante pour lui dire qu'elle pouvait compter sur moi. Je suis prêt! Je rejoindrai les Lances du Tonnerre! Et à partir de ce moment-là, je le sais, je le sens. Mon influence allait faire de ce monde un monde meilleur. Mes valeurs vont démontrer que je suis capable de ramener la paix sur cette terre désolée. Ma capacité prendra pleinement son sens. Les démons, comme les humains, vous allez voir! Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!